Proposer à Hier, moi, j'ai Augustin parce que commencé. c'est le plus expérimenté d'entre nous, pour pas dire le Quoi? plus vieux, alors honneur à toi. Non, 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 c'est toi, professeur Carvajal, là. Non, je suis encore docteur, hein. Bon, je vais commencer si vous voulez pas vous lancer, moi je peux, hein. Bonjour à tout le monde et bonjour à ceux qui regarderont aussi, en ligne. Moi, je m'appelle Guillermo Carvajal Alegria, je suis maître de conférence, et PH de rhumatologie, à Tours. Mais j'ai fait une grande partie de mon parcours, à Brest avant, là où est encore Baptiste et donc j'ai cette particularité d'avoir, déménagé, en cours de route. Quand je réfléchissais à comment présenter mon parcours, moi j'ai eu 3 grandes, parties. Ça, c'est aussi pour Augustin, parce qu'on a appris qu'il fallait tout faire, par 3. Donc je l'ai séparé en 3 parties. D'abord, une partie qui est un peu plus d'initiation. Je pense que tout le monde commence comme ça avec, le master 1, mais moi je l'ai fait à l'époque à Bicêtre, pendant mes études de médecine à Paris et c'est un format avec des équivalences, avec des UE, dans le parcours où finalement j'ai fait peu de recherches et je pense que ça, il y en a de moins en moins et maintenant il y a de plus en plus de stages qui sont, obligatoires, dès le M1. Puis en fait, la vraie partie où j'ai commencé la recherche, on va dire, académique, enfin en dehors de la recherche clinique, c'était, pendant mon master 2. Je l'ai fait de façon assez classique entre la troisième et la quatrième année de l'internat avec une bourse de la SFR et ensuite, j'ai fini mon internat et après j'ai réfléchi, avec, Valérie Devauchel, à Brest et avec Guy Cornec à commencer une thèse de sciences et là, je trouve que c'est une partie, où on développe vraiment, un peu plus, en tout cas à titre personnel, moi j'ai plus développé, une vraie thématique de recherche avec, la réflexion sur le sujet de la thèse de science et puis ensuite pas mal de projets qui en découlent, dont ma mobilité que j'ai fait, aux Pays-Bas, plusieurs années après ma thèse de science. Mais pour moi, tout ça, c'est un même ensemble, avec une continuité dans les projets de recherche et là encore, j'ai eu une bourse de la SFR pour la mobilité et puis après, la troisième partie du parcours, c'est justement en changeant de ville, en étant obligé de changer d'équipe de recherche, de retrouver, une nouvelle thématique. Donc ça, c'est pas toujours facile de sortir de sa thématique de confort et puis de partir sur un nouveau sujet, mais c'est toujours possible à n'importe quel moment. Il y en a qui l'ont fait, je prends l'exemple de Corinne Miceli, à des stades, beaucoup plus avancés de leur carrière. Donc il faut pas avoir peur parfois d'aller vers des choses un peu moins connues. Et donc là aussi, j'ai eu la chance d'avoir une bourse SFR pour amorcer un nouveau projet. C'est un stade où aussi on peut commencer à encadrer un peu plus d'étudiants et donc dans la préparation de l'HDR, j'ai pu, commencer à encadrer un étudiant en thèse de sciences et ça m'a permis de soutenir ensuite, l'HDR et ça, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde ce que c'est, mais en gros, c'est un diplôme, après la thèse de sciences qui est nécessaire dans le cursus, hospitalo-universitaire et qui, est un peu, plus nébuleux. C'est un peu plus difficile d'appréhender ce qu'il faut mettre, dedans. Mais ça nécessite, parfois d'anticiper un peu certains points pour pouvoir, la soutenir dans des bonnes conditions. Et finalement, en réfléchissant à ce parcours, je me suis dit qu'il y avait à la fois, c'était important de réfléchir au sujet, je pense que ça paraît évident à tout le monde d'avoir un sujet relativement clair. Mais ce qui est sûr, c'est que s'il n'est pas clair dès le départ, c'est probablement un peu casse-gueule et il faut prendre le temps de bien réfléchir, au sujet, autant qu'on peut y consacrer. Et moi, j'ai fait ma thèse de sciences en parallèle de mon clinica. Donc c'était nécessaire que j'ai des jours, où je pouvais me libérer pour aller, au laboratoire. Ça n'a pas toujours été facile. Ça a l'avantage de faire gagner du temps, heu et dans mon parcours global, ça m'a fait gagner pas mal de temps. Mais, ça veut dire que j'avais moins de temps à consacrer aussi directement à la recherche par rapport à des personnes qui s'arrêtent pendant, 2 ans, parfois 3 ans pour faire leur thèse de sciences. Et puis, ça nécessite aussi de réfléchir à la répartition de son temps entre la recherche et les autres activités et en fait, plus on avance, j'ai l'impression, mais, mes collègues pourront donner leur avis, mais plus on avance, plus on est pris par d'autres activités qui restreignent ce temps, sur la recherche, qui, nécessitent de réfléchir à la façon dont on l'organise. Et puis, il faut le faire aussi avec des personnes, qui permettent de réaliser, tous ces projets parce que s'il y a pas
des personnes à la fois, des mentors, dans des services de rhumato, mais aussi des personnes au laboratoire, vraiment pour, encadrer, directement, en pratique. Souvent, on peut se retrouver un peu plus, en difficulté. Puis avant de laisser, la parole à mes collègues, je devrais dire tout de suite et on pourra redétailler plus tard qu'il y a beaucoup d'opportunités en rhumatologie, on a beaucoup de chance et donc j'ai parlé de la bourse SFR à chacune des étapes de mon parcours et ça, je pense que c'est une très grande chance qu'on a d'avoir un soutien de la SFR pour avoir, des financements. Il y a l'année recherche évidemment, pendant l'internat, il y a des financements par des fondations et puis, il y a eu l'assouplissement des conditions de mobilité récemment dont on pourra reparler qui font que, je pense ça facilite aussi un peu plus, les parcours aujourd'hui et à l'échelle, internationale, et nationale, on a des réseaux. Il y a le groupe que l'AREF a mis en place, le groupe WhatsApp pour répondre à des questions et puis le réseau Emunet, là je fais la pub pour Emunet. Si vous ne faites pas partie d'Emunet, je pense qu'il faut, vraiment vous inscrire pour rencontrer des gens en Europe qui vont vous permettre de faire avancer, certains sujets, de recherche, en découvrant des personnes, dans d'autres pays par vous-même et puis, il y a des centres d'excellence de l'ELAR pour ceux qui ont des difficultés à trouver des centres à l'étranger pour faire leur mobilité, et qui permettent probablement de trouver des endroits où vous pourrez, poursuivre, ou, aller approfondir des sujets de recherche, que vous avez. Maintenant je laisse la parole à mes collègues avant qu'on passe, à la partie questions-réponses. Un grand merci du coup à Guillermo. Je sais pas qui est-ce qui veut prendre la suite. Eh ben, je peux ou Baptiste, comme tu veux. Bon, allez. Vas-y, Augustin. Donc moi, je suis Augustin Latourte et je suis un pur produit de la rhumatologie parisienne. Contrairement à Guillermo, je suis resté à Paris depuis la fac et ensuite pour mon internat et pour tout mon parcours jusqu'à maintenant. Donc actuellement, je suis maître de conférence aussi en rhumato à Lariboisière. Et mon parcours, il a été relativement en fait, il est un peu superposable minus, la mobilité en France, on va dire, de Guillermo parce que, bon, il faut savoir qu'à la base, j'étais interne. On choisissait, je suis la première promo où on choisissait vraiment notre spécialité après le CN et donc j'avais choisi la médecine interne et ensuite, je suis un droit aux remords, que j'ai fait suite à mon passage à la Riboisière, justement parce que, bon, d'une part, la rhumatologie, j'ai trouvé ça super, mais en plus, j'ai fait connaissance avec mon mentor, qui est Pascal Richette, et qui m'a un peu pris sous son aile pour me dire, bah écoute, si tu veux faire de la recherche, moi je te propose de faire de la recherche au laboratoire sur des souris sur l'arthrose. Alors, il fallait voir un peu ma tronche parce que quand on est interniste, l'arthrose c'est très très loin de nous. Et puis finalement, je me suis dit, bon, bah faut être curieux, etc. Et puis, comme ça, j'ai pu faire mon M2, pareil, entre ma troisième et ma quatrième année d'internat, grâce aussi à une bourse de la SFR. Et je crois que c'est vraiment, comme l'a dit Guillermo, une chance inouïe qu'on a de pouvoir faire des M2 avec un financement qui est relativement sécurisé par la SFR. Voilà, la SFR distribue énormément de bourses. Et puis, dès le début de mon M2, je me rappelle très bien que mon patron est venu me voir en me disant: «Bon, et pour ta thèse, on fait comment?» J'étais là: «Oula, tu me parles de thèse, mais moi j'ai pas encore fait de labo». Donc, j'avais vraiment à cœur de voir si ça me plaisait, si vraiment je trouvais ça sympa. Et puis en fait, à la fin de mon M2, j'ai trouvé ça vraiment hyper épanouissant. J'ai énormément travaillé pendant mon M2, mais complètement différemment de pendant l'internat. Et ça m'a ouvert beaucoup l'esprit sur plein de choses. Et il y a eu vraiment un avant et un après M2 sur la recherche. J'ai fini mon internat et ensuite j'ai fait ma thèse et j'ai eu la chance de pouvoir m'arrêter 2 ans après l'internat parce que j'ai eu un poste d'accueil INSERM qui m'a permis d'être full-time au labo pendant 2 ans. Après quoi, j'ai repris mon clinica, j'ai terminé ma thèse en parallèle de mon clinica. J'ai eu la possibilité de pouvoir encadrer des M2 qui m'ont aidé à finir mes travaux de thèse. Et puis, voilà, après mon clinica, j'ai fait une mobilité qui était un peu particulière parce que c'est tombé en plein pendant le Covid. Et donc, le projet que j'avais de partir aux États-Unis n'a pas pu aboutir parce qu'il n'y avait pas de visa. Mais finalement, voilà, je suis un peu retombé sur mes pattes et voilà. Et donc maintenant, je suis maître de conférence et je fais des recherches vraiment dans la lignée de ce que j'ai fait pendant mon M2 et pendant ma thèse, c'est-à-dire que je continue à travailler sur l'arthrose au laboratoire et puis
En plus de ça, je m'empare un peu des thématiques du service, sur notamment les maladies microcristallines, qui sont assez proches de l'arthrose, il faut le dire. Et, et voilà. Mais donc, c'est un parcours qui a été relativement linéaire, en fait. Et en fait, je pense que une des clés, comme l'a dit Guillermo, c'est l'encadrement. Avoir un encadrement qui vous permet de faire la recherche au début, de vous initier à la recherche, parce que vous y connaissez rien, hein. Quand on arrive en M2, c'est un grand moment de solitude, hein, les premiers moments au laboratoire. Quand on fait de la science fondamentale, en tout cas, quand on se retrouve avec une pipette dans la main et qu'on ne sait pas s'en servir, on a l'air complètement idiot. Et puis, donc, il y a ce moment d'initiation. Puis ensuite, pour nous accompagner dans le projet, parce que c'est pas quelque chose qui tombe sous le sens. Et puis voilà, moi j'ai eu la chance de pouvoir être très bien encadré et d'avoir ces possibilités de faire ces recherches avec des financements. J'ai eu la chance d'avoir des financements aussi qui m'ont aidé à le faire, mais tout ça sans encadrement, c'est vraiment pas possible. Donc voilà, il y a ces notions de déjà d'avoir le goût de la recherche. Moi je savais d'emblée que quand j'étais interne, me dire que faire 100% de clinique quand je serai après mon internat, c'était pas possible pour moi. Je ne pouvais pas envisager de faire que de la clinique. J'avais envie d'autre chose, quoi. J'avais envie de varier un peu les plaisirs. Puis voilà, c'est la recherche qui m'a permis de faire ça. Il y en a d'autres qui font ça avec la pédagogie, d'autres qui essayent de faire les deux, comme moi. C'est compliqué. Mais voilà, mais bon, il faut prendre le temps, comprendre que c'est pas forcément fait pour nous, mais qu'il faut se laisser la chance de découvrir la recherche parce qu'il y a vraiment un monde qui s'ouvre à nous, hein, quand on a fait le master. Enfin, je pense que tous ceux qui ont fait un master 2 peuvent en témoigner. Puis après, quand on est un peu déterminé, avoir le bon accompagnement et puis surtout un projet qui tienne la route avec des perspectives derrière. Il faut avoir une idée de où est-ce qu'on va après. Faire une thèse pour la beauté de la science, c'est pas forcément une super idée. Il faut aussi avoir une idée du projet de carrière qu'il y a derrière, dans quel service, etc. Toutes ces questions-là, il faut bien y penser en amont. Merci beaucoup. Je vais peut-être laisser Baptiste du coup prendre le relais. Ouais, merci. Du coup, moi, je suis Baptiste Chevet, je suis, un CCH, chef de clinique à Brest. Du coup, je suis sur ma deuxième année de post-internat. Alors moi, le point de bascule a été un petit peu différent. Au début de mon internat, je voulais pas spécialement faire de recherche, c'était pas spécialement ce qui me plaisait. J'étais un peu plus sur la pédagogie, un peu plus pour l'enseignement. C'est vraiment ça qui me bottait initialement. Et sur mon 4e semestre, en fait, j'ai eu l'occasion de partir aux USA. Et en fait, quand on part aux USA, on ne peut pas faire de clinique. Et donc, je me suis retrouvé sur une équipe de recherche où j'ai fait de l'épidémio avec eux pendant 6 mois. J'ai fait 6 mois d'épidémio sur des grandes bases de données. Donc, j'étais à la Mayo Clinic, en fait, qui est reconnue pour avoir des immenses bases de données très exhaustives. Et ça m'a permis de construire à la fois avec Divi Cornec, du coup, et Valérie de Hauchel, les PU de Brest qui m'encadraient, et à la fois avec un des PU de la Mayo, mon sujet de thèse, qui était un sujet de thèse, somme toute, assez classique, donc vraiment un petit travail initialement. Et en fait, juste le fait de savoir qu'il y avait une équipe autour de moi, que quand j'avais des questions, ben, il y avait du monde qui pouvait y répondre, etc. Et ben en fait, c'était possible et c'était pas seulement des galères, la recherche. J'avais vraiment l'impression qu'au début, la recherche, au début de mon internat, c'était seulement, en fait, on devait tout faire tout seul, etc. Et en fait, un peu comme le disait Guillermo et comme le disait Augustin, et ben en fait, dès qu'on a les bonnes personnes qui sont à proximité, c'est plus facile d'avoir des ressources pour pouvoir avancer. Et donc, en fait, c'est vraiment ces 6 mois de recherche en épidémio qui m'ont vraiment donné le goût de dire, bah, quand on a une question, on peut y répondre, on peut trouver une question avec des moyens d'y répondre, une méthode pour y répondre. Et donc, vraiment, c'était ça qui m'a donné vraiment envie. Après ça, du coup, j'ai fait un M2 en fondamental, qui a été un peu plus nébuleux. C'est pas spécialement celui qui a été le plus important. Mais après, du coup, surtout à continuer à travailler avec l'équipe de Brest pour pouvoir leur demander bah, voilà, des petits travaux sur lesquels je pouvais participer un peu à droite à gauche. D'abord en participant sur les travaux rétrospectifs qui m'ont été confiés, voilà, des questions qu'on continuait. Donc, ça m'a permis de travailler un petit peu la méthode. Et puis après, au fur et à mesure, des travaux qui continuent à augmenter progressivement, justement pour se former à la recherche. Et donc, toujours en étant encadré avec des personnes un peu vers qui se tourner quand on a des questions. Ouais. Donc, pour le coup, moi, je suis encore sur le clinica. Pour l'instant, je fais un clinica qui est purement clinique.
Et à partir de l'an prochain, je commencerai une thèse de sciences. Donc, on est en train d'aborder les sujets progressivement avec les PU de Brest. Parfait, merci beaucoup. Et du coup, c'est vrai que vous avez des avancées différentes là dans vos parcours. Quels étaient les freins, voilà, les craintes que vous aviez au début de votre parcours? Et justement, vous avez parlé de l'encadrement, l'accompagnement qui est hyper important. Est-ce qu'au-delà de ça, il y avait des craintes qui auraient pu vous empêcher de vous lancer et que, voilà, au fur et à mesure, vous vous êtes rendu compte que vous aviez les clés pour aller au-delà et vous lancer dans ce parcours recherche, justement? Outre l'accompagnement, la thématique, effectivement, je sais pas, des craintes qu'on peut avoir et on se dit, bon, bah, en fait, finalement, non, je me lance pas, j'abandonne et c'est plus Mmh. pratique, plus simple d'abandonner que de se lancer dedans. On sait que c'est des carrières, en tout cas des parcours pas faciles, mais il y a toujours des petites clés à connaître avant de se lancer. Si je peux me permettre, ouais, pour rebondir sur ce que Augustin avait dit sur les difficultés, sur l'encadrement et enfin et Baptiste aussi sur l'importance de l'encadrement. Effectivement, je pense que c'est une des difficultés les plus importantes et quand j'ai commencé mon master 2, il y avait un de mes co-internes, de l'année supérieure qui avait fait, un stage, où il avait commencé et il était question qu'il fasse un master 2. Il avait abandonné à cause d'un problème, d'encadrement. Et effectivement, moi, je ne vais pas dire que ça a été facile tout le temps au cours de mon parcours, parce qu'il y a eu des personnes avec qui ça a été plus compliqué et je pense qu'il faut, justement se dire qu'il faut s'accrocher et que c'est pas il faut pas dépendre d'une seule personne parce qu'effectivement parfois, ben, ça fonctionne pas et il faut avoir, c'est pas facile au début, surtout, quand on est interne de se dire: «Bon, ben, je vais dire que ça va pas et qu'il faut changer quoi ou de personne», voi quitte à parfois changer, presque complètement de sujet. Mais il faut pas hésiter à le faire parce qu'en fait, s'enfermer, dès le master 2 dans une situation difficile, c'est vraiment, là, saboter complètement l'envie de continuer, derrière et heu et effectivement, moi, j'ai pris cette opportunité, de faire une pause dans mon internat, en fait. Je pense que c'est parfois, on a peur parce qu'on a envie d'avancer, on a peur de «perdre» entre guillemets 1 an et je pense que le master 2 en tout cas, c'est jamais du temps perdu. C'est toujours 1 an, 1 année où effectivement on apprend à réfléchir de façon différente, dans une temporalité qui est différente. Il faut vraiment pas hésiter, à faire un master 2. Après derrière, on n'accroche pas, on a envie de continuer pour faire une thèse. C'est pas le même enjeu et effectivement il faut un projet, comme disait Augustin, qui va derrière, probablement. C'est plus dur de faire une thèse juste pour la beauté de la science, mais le master 2, ça fait une petite pause dans l'internat, c'est une soupape, il y a la possibilité de l'année recherche où il y a globalement de moins en moins de candidats, c'est peut-être différent à Paris, mais en tout cas en province, il y a de moins en moins de candidats et il y a, les bourses de la SFR, ça aussi je j'ai pas précisé, mais c'est 800 000 à 1 million d'euros par an qui sont, reversés par la SFR à la recherche en règle générale et donc beaucoup de bourses de master 2 et ça, c'est très sécurisant de se dire par rapport à d'autres spécialités, qui se battent pour, remplacer, pour se financer, il faut pas, avoir peur en tout cas de se lancer, quoi. Il y a on a tout je pense, pour, réussir à pouvoir faire un master 2 dans des bonnes conditions. Quitte à aller dans un labo qui est pas, dans sa ville. Ouais, je crois que c'est important de garder l'esprit très ouvert par rapport au Master 2, y compris sur la thématique. C'est-à-dire que se fermer sur une thématique ou se dire non, par exemple, je ne veux pas faire d'immuno ou je veux pas faire d'os ou parce que ça me branche pas, ça m'intéresse pas. En fait, c'est déjà, c'est déjà se fermer quelques portes. Et il faut plutôt se lancer dans le Master 2. Je pense que le choix, il se fait plutôt entre est-ce que j'ai envie de faire de la bio et du fondamental ou est-ce que j'ai envie de faire de l'épidémio, de la méthodo et des choses comme ça et programmer, faire mon geek sur l'ordinateur. C'est deux mondes complètement différents. Je pense qu'on sait un peu déjà avant même de se lancer quelles sont nos appétences ou nos affinités, on va dire, pour l'un ou pour l'autre. Peut-être que ça, c'est plus important que choisir la thématique sur laquelle on va travailler. Et dans tous les CHU, il y a des équipes qui font un peu les deux, quoi. Il y a des labos à la fois de fondamental et des labos de méthodo ou d'épidémio. Donc, on a moyen de retomber sur ses pattes assez facilement. Et j'avoue que moi, comme Guillermo, le Master 2, c'était mais une respiration dans l'internat. J'en pouvais plus, j'étais crevé à la fin. C'était après le 6e semestre, on est HS.
En plus, là, vous, dans la nouvelle maquette, c'est la thèse avant le DJ, donc c'est l'horreur, quoi. On est sous pression, sous pression. Et moi, j'avoue qu'avoir une respiration où pendant 1 an, bah, j'étais maître de mon emploi du temps, j'avais mes propres horaires, je pouvais vraiment adapter mon emploi du temps à mes contraintes personnelles et pas aux contraintes du service ou de l'hôpital ou des choses comme ça. Pour moi, ça a été vraiment aussi, à ce titre-là, vraiment hyper épanouissant. Et je me suis dit, mais enfin, je suis un peu tranquille, quoi. J'ai pas tout le monde qui me court dessus, 3 infirmières qui me parlent en même temps toute la journée. Et puis, et voilà, donc en fait, ça, c'est vraiment un point du Master 2 qui est hyper épanouissant aussi à visée personnelle, quoi. C'est vrai, je faut... Ah, pardon. Vas-y, Charlotte. C'est juste pour rebondir sur ce que disait Augustin, après sur le côté se sentir plus attiré par du fondamental ou de l'épidémio, etc. Enfin, comme j'ai fait un master 2 aussi, le plan A c'était de faire un projet de fondamental et le plan B c'était de faire de l'épidémio et en fait finalement le plan A est tombé à l'eau et donc je me suis retrouvée à faire de l'épidémio alors que de base je me disais que passer des journées devant un ordinateur, etc. Enfin, je me voyais pas du tout faire ça et en fait ça a été une révélation. Donc c'est aussi pour ça que, enfin, l'année de M2, effectivement, je suis d'accord sur le fait que c'est un peu une année où faut se laisser l'opportunité peut-être aussi de tester des choses différentes. En général, le stage de M1, il est souvent fait dans des labos où on fait du fondamental et il faut pas avoir peur de tester un peu plusieurs choses parce que c'est un projet qui dure à peine 1 an et finalement ça passe très vite et c'est le moment de toucher un peu à tout avant de se lancer dans un projet à plus long terme, je pense. Ouais, je crois que ce qui compte vraiment, c'est l'encadrant. Avoir un bon feeling avec la personne qui va vous encadrer pendant le M2, c'est beaucoup plus important qu'avoir le bon feeling avec le sujet. Et Mm. qu'avec un bon Mmh. encadrant, on va pouvoir faire des choses super, super épanouissantes. Alors que si on fait le sujet qu'on aime avec quelqu'un qui vous encadre pas bien ou avec qui il n'y a pas un bon rapport humain, bah, c'est très compliqué, je crois. Et après, juste pour poursuivre sur le côté frein, est-ce que pour ceux qui sont pas à Paris, vous avez ressenti le fait de ne pas être à Paris comme un frein? Parce que effectivement, à Paris, il y a plein de CHU. En général, quand on est dans des villes plus éloignées, il y a un CHU et tout tourne autour un peu de ce CHU. Comment vous avez vécu ce côté-là? Baptiste, peut-être, Bah, je crois qu'on vient un peu de la même école, Guillermo et moi, même si Guillermo a plus d'expérience. On vient de la même école qui est l'école, enfin, on vient du CHU de Brest. En tout cas, on a fait notre internat là-bas. Moi, j'ai en clinica et Guillermo avait déjà fait son clinica là-bas auparavant. C'est un, on sait qu'à Brest, on a en tout cas un service sur lequel on nous donne la possibilité justement de faire des petits travaux, etc., au fur et à mesure, ce qui fait que même si il y a un seul service de rhumato et que c'est pas polyvalent entre plusieurs hôpitaux, plusieurs services, en fait, il y a toujours cette valence qui nous est proposée en proposition, justement, sans que ce soit imposé, justement pour commencer par petit à petit se mettre dans la recherche. Et ça n'a pas du tout été un frein, en tout cas, de ne pas être à Paris par rapport à ça, non. ouais, après, je pense que par tradition, chaque service, travaille plutôt avec un ou parfois, des équipes de recherche, mais, en tout cas, chaque, universitaire de rhumato est affilié normalement à une équipe, de recherche et va, peut-être, pousser un peu pour que, le Heu, le master se fasse, dans cette équipe-là. Je pense qu'il faut réussir, si ça ne nous intéresse pas, à résister et à dire, que si c'est un labo qui fait effectivement, du fondamental et que c'est des manips toute la journée et qu'on veut plutôt faire, quelque chose, de soit de la bioinformatique, soit de la méthodologie, soit de l'analyse d'images, enfin, il y a beaucoup de champs, différents. Il faut pas hésiter à aller chercher par soi-même et quitte, à chercher dans une autre ville aussi, hein, parce que, moi j'ai des exemples de personnes, à Brest qui, ont fait leur master 2 ailleurs parce que, localement, il y avait pas ce qu'ils cherchaient, ce qui les intéressait. Pas forcément, sur le fond, mais aussi, dans le type de recherche. Effectivement, dans des villes de petite taille, Brest, c'est une petite ville, Tours où je suis maintenant, c'est une petite ville aussi. Il y a pas, des dizaines et des dizaines, d'unités labellisées, que ce soit INSERM, CNRS, parce que c'est les principales, affiliations avec lesquelles on travaille en général. Mais,
il faut pas hésiter à être curieux et à regarder ailleurs, justement ce qui peut être fait parce que, encore une fois, je crois que le principal, moi je pense que le principal facteur d'insécurité, c'est, de se dire qu'on va pas, on va se retrouver en difficulté, dans son parcours ou en difficulté financière. Dans son parcours, ça je pense que personne ne sera jamais pénalisé s'il dit qu'il s'est arrêté 1 an pour faire un master 2 et qu'après il en a rien fait d'autre, quoi. Au contraire, c'est une expérience supplémentaire et ça, il faut pas hésiter à la faire et le côté sécurité financière, ça c'est sûr que quand on n'a pas de financement, il faut le vouloir pour le faire mais encore une fois, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités en Rumeto qui permettent aussi de se loger ailleurs, quoi, d'aller, dans une autre ville, pour le temps du stage, ou le temps du master aussi puisque, on parle beaucoup du stage, mais le master 2, il y a la partie de cours et ça aussi, il y a des gens qui ont pas, ce qui les intéresse comme apport, théorique, dans leur ville et qui vont dans une autre ville, pour faire les cours et qui font après le stage dans un labo qui est ailleurs, quoi et ça, il y a pas et parfois à l'étranger aussi, hein. Donc vraiment, il faut rester très, très, très ouvert, c'est ce que disait Augustin, très ouvert, sur, les possibilités et puis, trouver quelque chose, qui vous plaît et qui vous permettra d'en tirer le meilleur, dans pour cette expérience, quoi. C'est 1 an, ça passe assez vite, mais, pour pouvoir en profiter, il faut, que ça nous plaise, quoi. Pour le coup, je rebondis sur ce que tu dis, Guillermo. C'est vrai que moi, j'ai fait mon M2, pas dans mon CHU d'origine, parce qu'à l'époque, je m'étais dit, je prends 1 an de pause sur l'internat. J'ai effectivement envie d'une thématique qui me bottait. J'avais des idées un peu préconçues, donc j'étais allée, entre guillemets, autre part pour chercher le sujet. Bon, avec du recul, je ne saurais pas dire si c'était le mieux à faire, mais en tout cas, je sais que j'ai passé 1 an où je savais que c'était un stage qui allait m'apprendre plein de choses, c'était en fondamental, un sujet qui me botte, et des fois, voilà, le M2, c'est pas toujours le sujet sur du très long terme. Quand on est en périphérie, dans des plus petites villes, on n'a pas toujours notre sujet dès le début et une trame bien définie, longitudinale, mais ça permet d'avoir une bonne ouverture, d'acquérir des compétences, des connaissances et effectivement de s'ouvrir à ce monde de la recherche. Donc en soi, c'est faisable, quoi, si c'est pas quelque chose qui est 100% en tout cas qui vous botte chez vous, on peut toujours trouver dans d'autres villes, c'est complètement possible, quoi. Et la question que j'allais vous poser, c'est que du coup, on se pose toujours la question, quand faire mon M2, quand faire la thèse, quand faire la dispo? On a du mal à un petit peu projeter sur son parcours, quel est le meilleur, moment, le plus opportun pour faire tout ça. C'est sûr que ça rallonge, le process et le parcours, c'est le but, hein, dans tous les cas, mais est-ce qu'il y a un moment opportun pour le faire? Alors c'est un peu difficile comme question, mais de vos expériences? J'ai vu que tu avais envoyé aussi une question qui avait été posée, par mail, pour savoir si c'était possible de le faire après le docteur junior. En fait, c'est toujours possible de le faire. Je pense qu'il y a une petite subtilité. C'était la question, c'est est-ce qu'on peut faire l'année recherche après le docteur junior? Ça, je pense pas parce que l'année recherche, c'est un financement, ARS, enfin un financement national, distribué par les ARS et ça, c'est que pendant l'internat, donc il faut que ce soit avant la fin de l'internat. Et par contre, c'est toujours un décret qui date de avant la réforme du troisième cycle, donc il y a pas trop de distinction entre la phase d'approfondissement et la phase, de docteur junior et il y a, même des alors là, ça concernera pas, l'audience, mais pour ceux qui ont fait l'école de l'INSERM, il y en a qui font leur M2 avant l'internat même, qui le font avant de commencer l'internat. Après, il faut juste que ce soit profiter de la bonne opportunité et le mieux, c'est d'y réfléchir, dès qu'on en a un peu l'idée ou l'envie, de commencer à en discuter pour, anticiper. Parce que tout ça, ça nécessite à chaque fois d'anticiper des demandes, de financement, de construire le projet, et cetera. Et en général, le master 2, il y en a beaucoup qui le font pendant l'internat, mais il ne faut pas se bloquer si on ne l'a pas fait pendant. Et la thèse de sciences, nous, on l'a un peu tous fait à la même période, j'ai l'impression, pendant ou avant le clinica, mais ouais, assez tôt après l'internat. Il y en a qui le font pendant l'internat aussi. Ça dépend vraiment des opportunités qui se présentent, quoi. Et si c'est quelque chose qui a l'air intéressant, qui vous motive, avec des gens qui ont l'air, d'être,
bienveillants et qui vont bien, vous superviser, je pense qu'il faut saisir, les opportunités. Et après, il y en a qui le font très tard aussi, hein. Il y a des personnes qui se réorientent vers un parcours de recherche, ou un parcours hospitalo-universitaire, beaucoup plus tard, qui sont déjà PH et c'est pareil, c'est une autre gymnastique, mais c'est aussi possible de le faire. Finalement, c'est assez souple. Et du coup, enfin, vous aviez tous l'air de dire que vous aviez pris au moins une année dédiée à la recherche pendant votre thèse. Est-ce que c'est difficile de revenir à la clinique après? Comment vous l'avez vécu? Est-ce que de repasser de l'un à l'autre comme ça, c'était intense ou, ou est-ce que finalement vous étiez content de retourner à un peu de clinique? Moi, j'avoue, quand je me suis arrêté pendant l'internat pour faire mon M2, tout le monde se posait la question autour de moi parce que j'avais plein de potes de ma promo qui faisaient le M2 en même temps. On se disait tous, mais on va tout oublier, c'est pas possible. Et en fait, je me rappelle très bien que mon premier stage après le M2, je suis arrivé et puis j'ai été tiré au sort pour faire la garde le premier jour. Et je me suis dit, oula, putain, c'est un peu violent comme reprise. Et en fait, je me suis surpris à arriver en garde et puis en fait à tout gérer, quoi. Et en fait, c'était revenu hyper naturellement. Autant la sciatique hein, que la pneumopathie du sujet âgé, l'OAP, le machin, tout ce qu'on veut, tous les trucs qu'on voit aux urgences. Et je me suis dit, bon, ça va, bon, je suis encadré, j'ai les seniors avec moi, mais globalement, je m'étais assez surpris à ça. C'était un peu plus compliqué après les 2 ans de thèse, parce que quand on change de poste et qu'on devient chef de clinique, on change aussi de responsabilité. Et j'avoue que pendant 2 ans, moi, j'ai fait de l'arthrose sur la souris. Et du coup, les biothérapies qui sortaient pendant ce temps-là, je m'en étais pas tellement préoccupé. Et donc après, je me suis retrouvé en hôpital 2 jours à devoir faire des choix de biothérapie. J'étais un peu largué. Et puis en fait, bon, l'avantage, c'est que quand on est dans un service, on n'est jamais tout seul et qu'on a toujours plein de gens à qui parler, qui échanger. Mais bon, tout n'est pas révolutionné en 2 ans. Donc en fait, c'est assez vite, c'est allé assez vite pour reprendre la course de la clinique. Mais globalement, en tout cas, sur les compétences cliniques, aucun souci, aucun sujet. En ce qui me concerne, en tout cas, j'ai pas du tout vécu de remise à niveau après m'être interrompu complètement de mes charges cliniques. Mais je sais pas si c'est pareil pour les collègues. Moi, vraiment, j'ai pas du tout été sensible à ça. Baptiste, je t'en prie, si tu veux. Ouais, moi je sais que j'ai eu, alors c'est une expérience personnelle, hein, mais je sais que j'avais eu un peu plus de mal. Sur la clinique, ça allait. Du coup, je me suis arrêté. Par exemple, je me suis trompé tout à l'heure. Mon passage à la Mayo Clinique, où j'ai fait que de l'épidémie pendant 6 mois, c'était en sixième semestre. Et donc, j'ai directement enchaîné mon sixième semestre de recherche avec un an en master 2. Mon semestre d'épidémio, c'était pendant mon internat et c'était pas pendant mon master 2. Donc, ça m'a fait directement un an et demi sans clinique. Le repère clinique, comme disait Augustin, finalement, ça revient. On a un sens clinique qui est pas trop perdu. Il y a quelques petites subtilités qu'il faut quand même retravailler. En effet, je trouve qu'au bout d'un an et demi, ça se retravaille. Moi, c'était notamment enfin, tous les repères échos, reprendre l'œil à l'échographie, quelques petites subtilités comme ça sur lesquelles il faut reprendre. Mais en fait, ça se fait très bien. Il y a juste une phase, mais qui dure peut-être 3 à 4 semaines, un mois, et puis après, en fait, on s'y remet très rapidement dedans. Et comme je disais, c'est vraiment sur les subtilités et l'intégralité, le, la majorité des connaissances est restée intacte quand même. Et après, certains font aussi des gardes pendant le master 2. Je sais que j'en faisais une de temps en temps aussi pour garder justement ce point de vue un peu clinique, en plus d'avoir un peu plus d'argent, mais aussi pour garder la vue avec des patients. Ça peut se faire en général, surtout sur les années recherche. Moi, j'ai surtout pas fait ça, je détestais les gardes. Mais je me suis pas arrêté pour ma thèse de sciences, du tout. Ma thèse de sciences, j'ai fait 3 ans en parallèle de mon clinica et ça, je conseillerais à personne de faire, ça si c'est vraiment que sur 3 ans. En fait, c'est un peu je vais pas rentrer dans les détails, mais mon sujet de thèse de sciences, je l'avais commencé, avant et donc finalement, c'est sur 5 ans que je l'ai fait à temps partiel, quoi. Mais en année administrative, donc je me suis inscrit, pendant 3 ans de clinica, à mi-temps, donc ça, j'ai continué tout le temps. Par contre, pendant l'internat, j'ai fait un an de
d'année recherche et avant, j'ai fait 1 an, 1 an sans clinique parce que j'ai fait 6 mois, en labo d'immuno, labo hospitalier et 6 mois, en radio où, j'ai vu des patients mais, j'ai fait très peu de clinique et à la fin, ça me manquait un peu, mais finalement, j'étais content de reprendre justement en me disant, ben, ça m'avait donné beaucoup de recul sur la clinique. Ça m'avait laissé le temps aussi de finir, de faire des DU que j'avais envie de faire, finir les cours de l'ELAR que j'avais commencé, où j'avais accumulé plein de retard et donc d'avoir fait ça pendant cette année-là aussi, ça m'avait reboosté complètement pour quand, j'ai repris en tant qu'interne, en dernière année, la clinique. Parce que j'avais envie j'étais motivé alors que de temps en temps, c'est vrai que dans le parcours, on est un peu fatigué, parfois on a moins envie et là j'étais, reboosté à bloc. Et après pendant ma mobilité, moi je suis parti 1 an à l'étranger et c'est pareil, là je me demandais si ça allait pas me manquer aussi. Ça a été un peu difficile de partir parce que, pour le coup, c'était un autre stade, j'étais déjà MCU. C'était, des patients que je suivais déjà depuis des années, en consultation, que je laisse, alors il fallait les répartir entre plein de collègues, et c'était plus l'appréhension de partir que finalement que de revenir. Une fois que je suis revenu, je trouve qu'on perd jamais complètement pied, quoi. Il faudrait vraiment s'arrêter longtemps pour être déconnecté. Ça marche, merci beaucoup pour ces réponses. Je vais peut-être enchaîner sur la mobilité justement. Guillermo, tu disais que tu l'avais fait plusieurs années après ta thèse. En pratique, ça s'est passé comment du coup en termes de validation de ta thèse et... Ah bah, pour la thèse de sciences, on n'est pas obligé de faire une mobilité, donc ça, heu, c'était, en fait, quand j'ai commencé ma thèse de sciences, après rapidement, il y a eu des connexions qui sont faites avec une équipe de recherche aux Pays-Bas, qui travaillait vraiment sur les mêmes, thématiques, avec qui on a eu, pas mal d'échanges à la fois de personnes qui sont venues, à Brest et puis de projets qu'on a montés ensemble et donc on avait, réfléchi à faire un projet pour que moi j'aille là-bas et j'ai soutenu ma thèse en décembre 2020. Donc je pense que tout le monde se souvient à peu près l'état de ce qu'on faisait en décembre 2020 donc j'avais prévu de faire une grosse fête, pour ma thèse de sciences et puis je me suis retrouvé, derrière mon écran, en soutenant en visio, et ensuite à fêter ça avec, ma femme qui était enceinte, donc à boire, une coupe de champagne tout seul, quoi et et donc je me suis dit: «Bah, finalement, je vais pas, enchaîner la mobilité directement». C'était la période covid, ça a repoussé et puis ensuite, je pense qu'il y a un facteur, organisationnel important qui est que, j'ai réussi à avoir, un poste de MCPH relativement rapidement et en fait, il fallait attendre d'être, MCUPH titulaire et plus probatoire pour pouvoir bénéficier du maintien de le salaire MCU et aussi de certains avantages, pour regarder une rémunération hospitalière et tout ça, c'est un peu technique, mais ce qui est important, c'est que ça s'est beaucoup, beaucoup assoupli et que maintenant la mobilité, elle peut être faite dès, le clinica AHU ou PHU, mais pas, assistant. Donc, ça c'est faut que ce soit un poste à balance universitaire, mais ça peut être fait, d'emblée, ce qui était pas possible avant, avec une mise à disposition pour 1 an maximum, des fonctions universitaires et en gardant la rémunération universitaire, plus l'anticipation, des missions temporaires hospitalières. Et donc en continuant d'avoir finalement le salaire, et les émoluments hospitaliers, à 100 sur, 1 an. Mais et donc moi, c'est pour, pouvoir, partir dans des conditions financières plus avantageuses que j'ai repoussé. Mais je pense qu'aujourd'hui, en fait, c'est beaucoup plus, facile, je pense, de le faire, assez tôt. Évidemment, la question, c'est, de l'organisation avec le reste du service parce que ça fait toujours, un poste qui est occupé par quelqu'un qui est pas là, et donc il faut répartir la charge de travail entre les autres personnes et encore une fois, moi je discute avec, on a un groupe de réflexion, sur l'attractivité hospitalo-universitaire, à Tours et mes collègues des autres spécialités, régulièrement, ils sont jaloux de nous parce qu'on a, là aussi l'aide de la SFR,
qui est non négligeable, et on peut, finalement faire un budget, pour une mobilité qui est beaucoup plus facilement que, certaines spécialités où c'est vraiment, la galère pour, réussir à boucler un budget de mobilité, quoi. Et c'est une super expérience de partir à l'étranger, mais, je pense qu'il y a plein de raisons qui font que parfois on peut pas le faire et que bah, Augustin, tu as été obligé de changer tes plans. Il y en a qui de toute façon, d'emblée, peuvent pas, pour différentes raisons, partir à l'étranger et qui font une mobilité, en France ou parfois très près de chez eux. Mais c'est toujours une ouverture d'esprit un peu d'aller dans un autre endroit et c'est ça, l'esprit de la mobilité au départ. Il n'y a pas de nécessité que ça s'inclue, dans un moment spécifique du parcours. Ça peut vraiment être, après à n'importe quel moment. Ouais, Guillermo, la façon dont toi tu as fait ta mobilité, c'est la façon vraiment idéale pour le candidat, en tout cas pour avoir son salaire et garder ça. Mais je sais que par exemple, dans ma fac, le doyen, c'était niet, c'était absolument pas négociable, que c'était hors de question de voir un MCU partir avec son salaire, parce que c'est aussi quelqu'un qui va pas faire d'enseignement, va pas, voilà, c'est un salaire perdu, un poste, voilà. Et donc en fait, il y a plein de doyens qui vont pas être du tout OK avec ça. Donc peut-être que j'étais dans une université, je le suis toujours particulièrement riche en universitaire mais aussi en étudiant et que les doyens sont un peu plus pointilleux et que dans une université où finalement les candidats universitaires sont plus rares, en tout cas les candidats de ta qualité, on va dire, tu vois, les doyens sont un peu plus souples, mais voilà, c'est pas toujours OK et les doyens peuvent grincer des dents pour laisser partir un MCU fraîchement nommé avec son salaire. Voilà, c'est un poste un peu vacant pendant Mmh. toute cette mobilité. Et donc voilà, ça s'anticipe quand même un peu. En tout cas, il faut surtout bien voir ça avec le doyen. Donc ça, c'est plutôt le boulot du chef de service de régler ces problèmes-là avec le doyen, mais ça doit être anticipé. Ouais, Après, tu c'est as vrai qu'il n'y a pas raison, de bonne période, quoi. Je sais il y a toujours cette règle de la mobilité doit être faite après la thèse. Donc ça, c'est une règle qui, je crois, est toujours d'actualité, il me semble. Et, euh, et voilà, et qu'il y a eu quand même des cas où des collègues sont partis à l'étranger pendant l'internat, mais ça n'a pas pu être reconnu comme une mobilité parce que le ministère décrète que c'est après la thèse et qu'une mobilité faite avant la thèse de médecine, c'est pas possible. Donc voilà. Après, ça peut être une mobilité pour un M2, pour une thèse, pour un postdoc. Ça, on s'en fiche complètement. Ce que le ministère regarde et qui va considérer comme une mobilité en tant que telle, c'est le fait d'être parti dans une autre équipe de recherche, faire un projet de recherche pendant au moins un an, de jour à jour, quoi, et à temps plein. Après, ça peut être un M2, ça peut être une thèse, ça peut être un postdoc, c'est pas tellement le problème. Et la question du timing non plus n'est pas un problème tant que c'est fait après la thèse pour pas avoir de risque d'un refus du ministère. Mais tu as raison, Augustin, je pense que c'est pas toujours facile, d'avoir, tout le monde, derrière soi pour, soutenir et je pense qu'effectivement dans des petites UFR, des petites facs où, il y a plus, d'abandon de carrière hospitalière universitaire que de candidats, c'est beaucoup plus difficile pour les doyens Il va y de avoir des freins. refuser et de mettre des bâtons dans les roues. Alors que peut-être dans des facs où il y a, encore beaucoup d'attractivité, et où, finalement, la balle est plutôt dans le camp, des on va dire du décanat, ça peut être plus difficile, à négocier, quoi. Et la clé, je pense effectivement, c'est d'en discuter en amont avec, et de pas y réfléchir tout seul, dans son coin, quoi. D'y réfléchir, assez tôt et et oui, ce que je voulais dire, c'est que moi, j'ai fait ma thèse à Brest, à l'université de Bretagne occidentale et comme mon poste actuel, c'est à Tours, ça valide une mobilité parce que j'ai fait, après ma thèse de médecine,
un certain nombre d'années, là, j'ai fait plus d'1 an, dans une autre université. Donc parfois, il y a pas besoin de partir à l'étranger, mais on a, l'avantage de et j'ai quand même pu avoir le financement de la SFR pour le faire et convaincre, bah, le doyen, l'hôpital, de me donner de l'argent pour le faire. Vraiment pour le côté d'avoir cette expérience de partir, à l'étranger. Alors que la case «mobilité» entre guillemets, sur le CV était déjà cochée. Et on peut le faire, quand on le fait très tôt, en général, on a moins d'attaches, dans les services, d'attaches peut-être, familiales aussi, ça peut être plus des périodes de la vie où c'est plus facile de bouger, d'autres où c'est plus difficile. Mais il y a toujours des solutions, à trouver si on y réfléchit, suffisamment en avance. Et je me permets juste de rebondir sur ce que tu disais, Guillermo. Je pense vraiment que enfin, la mobilité, elle a l'occasion, l'opportunité de pouvoir partir à l'étranger vraiment pour découvrir une nouvelle équipe, de nouvelles façons de penser. C'est vraiment important et c'est vraiment une belle opportunité. J'ai pu parler avec différents universitaires qui disaient qu'ils avaient pu partir seulement sur d'autres facs françaises, mais aussi par choix, en disant bah, ils osaient pas ou ils voulaient pas partir à l'étranger. Alors en effet, il y a tout un planning d'organisation, à la fois au niveau universitaire, au niveau familial, mais en fait, partir à l'étranger, ça permet, surtout quand c'est dans des pays anglophones, de mieux parler anglais, de mieux écrire anglais, de découvrir une autre façon de penser. Je pense qu'il y a un vrai bénéfice aussi à changer d'équipe de recherche, même de pays, pour avoir une nouvelle façon de voir les choses. Et puis, c'est toujours un côté très sympa, de la même manière qu'on disait, il y a un côté bénéfique au M2 pour avoir du temps et aussi un côté bénéfique à la mobilité, je pense, Guillermo, tu me diras ce que tu en penses, mais pour découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture, et cetera, en plus de ce qu'on apprend au niveau universitaire. Ouais, moi, c'était une des meilleures années de ma vie, hein, l'année à l'étranger, mais j'ai eu de la chance, enfin, j'ai beaucoup de chance sur plein de points, tous ceux que j'ai dit avant, la chance, que ma femme ait eu la possibilité de s'arrêter, pendant 1 an et qu'elle ait eu la volonté de le faire parce qu'elle avait aussi envie de vivre ça. Donc ça se discute aussi effectivement, avec ses proches, parce que c'est un projet, qui ne peut pas se faire tout seul, dans son coin, mais quand tout le monde réussit à s'entendre pour, que ça fonctionne. En fait, tout le monde en profite. Elle était hyper contente, elle regrette presque, qu'on soit rentré. Je suis parti, j'avais déjà une fille, elle était, hyper contente de tout ce qu'elle a vécu là-bas. Elle parle encore de cette année-là, donc humainement, bah, c'est une expérience, de vivre 1 an à l'étranger, de découvrir une nouvelle culture, qui est super riche et à titre personnel, moi, j'envisage très clairement, de refaire une année, à l'étranger, quand j'en aurai la possibilité, par, justement grâce à ces financements, qu'on a par, l'hôpital, et l'université. Parce que c'est pas quelque chose qu'on peut faire une seule fois, hein, on peut le refaire à plusieurs moments et heu quand, c'est ouais, encore une fois, il faut que ce soit, l'entourage soit, OK, que le service, soit OK, que la fac soit OK, il faut trouver les financements, mais bah, c'est des beaux projets, je trouve, auxquels on réfléchit avant, mais dont on retire beaucoup de choses derrière. Ça marche, merci. Après, j'avais une question un peu plus difficile. C'est surtout des internes qui nous écoutent et je pense que beaucoup se posent la question de est-ce qu'ils sont capables finalement de se lancer dans un parcours comme ça? Qu'est-ce que vous diriez qu'il faut comme qualité, entre guillemets, pour avoir la force ou le profil de se lancer dans ce genre de parcours? Peux me permettre de commencer, Guillermo? Ah bah, oui, bien sûr, hein. Je me permets parce que j'ai longtemps hésité et longtemps je me suis posé la question, mais en fait, je voyais quand j'étais, sur ma fac d'externat que des PU qui étaient, essorés, fatigués et cetera. Je me suis dit: «Mais en fait, je veux surtout pas finir comme ça» et au fur et à mesure, en fait, je pense qu'il faut un petit peu se laisser l'opportunité, en tout cas les possibilités de découvrir ça. En fait, il faut pas se fermer la porte trop tôt, et quand Augustin et Guillermo parlaient du M2, c'est exactement ça, se laisser la possibilité et en fait, je pense pas qu'il faille quelque chose en amont, il faut pas des caractéristiques en amont. Il faut rester curieux, trouver le bon équilibre,
mais entre, ce qu'on veut mettre dans sa vie perso et ce qu'on veut mettre dans sa vie universitaire, mais je pense pas qu'il faille, avoir, quelque chose de spécial en soi, une appétence spéciale en soi. Il faut juste rester un petit peu curieux et derrière, si on commence à aimer justement, la recherche, la curiosité, justement, à s'intéresser à créer des projets et bah, créer justement les propres réponses à nos questions, ça c'est vraiment des choses qui sont à développer par le parcours recherche, mais rien de aucune qualité a priori à avoir. Je suis 100% d'accord sur la curiosité. À mon avis, c'est la vertu, la qualité numéro un à avoir, quoi. Il faut être curieux, pas se fermer de porte, parce que finalement, quand on fait de la recherche, on doit avoir cette curiosité d'aller essayer de trouver des hypothèses, de réponses à une question, comme disait Baptiste, et puis en fait, savoir comment on peut essayer de vérifier cette hypothèse, voir si elle est vérifiable. Et voilà. Et donc ça nécessite de la curiosité, de regarder un peu ailleurs ce qui se passe, même en dehors de notre spécialité, en dehors de notre domaine, etc. Donc il faut vraiment avoir cette curiosité. C'est hyper important. Et puis je pense qu'il faut pas se faire tout un monde, même si effectivement, hein, parfois il y a des moments où on travaille beaucoup. Voilà, je pense qu'il ne faut pas se faire tout un monde de ses capacités de travail ou de voilà. Je crois qu'à partir du moment où on fait un truc qui nous branche, qui nous plaît, on a la niaque en soi pour avancer. Donc parfois, effectivement, on est amené à travailler, faire des horaires plus longs parce qu'on est dans une période de rush où on doit rendre un projet, rendre un papier, etc. C'est quand même pas la majorité du temps, et je crois que la majorité du temps, moi je suis très content d'avoir des journées où je suis consacré à des activités de recherche ou parallèles et pas à la clinique ou à l'organisation du service ou des choses comme ça. Je trouve ça hyper épanouissant. Et ça veut pas forcément dire que je fais des horaires pas possibles. Et moi je milite d'ailleurs pour une carrière hospitalo-universitaire épanouie, où on travaille pas le week-end, où on garde ses soirées, etc. Et j'essaie au maximum de garder ça, donc d'avoir des journées peut-être un peu plus denses, mais surtout d'avoir des moments de coupure et de pouvoir faire autre chose, parce que cette vision qu'on a de la carrière hospitalo-universitaire, où on se dévoue corps et âme à la médecine, on fait plus que ça, on n'a plus aucun autre centre d'intérêt, et puis en fait on en a tous connu, hein, des universitaires comme ça qui ne font que ça de leur vie, bah en fait, je pense pas que ce soit un modèle qui soit soutenable maintenant. Et puis, je pense qu'avec notre génération, on arrive maintenant à changer un peu, à montrer d'autres exemples. Enfin, j'espère que c'est le cas. Mais voilà, faut pas se faire toute une montagne de ça. Le message, c'est, je crois qu'à partir du moment où on a la curiosité et l'envie, euh, les portes s'ouvrent et c'est pas forcément c'est pas une montagne à gravir, un Everest. Il y a des challenges certes, mais c'est vraiment à hauteur humaine, quoi. Ouais, je peux que être d'accord avec ça. À mon avis, à partir du moment là où on se pose la question de le faire, c'est que déjà on est prêt à le faire. À mon avis, le profil qui va pas coller, c'est quelqu'un qui veut une routine hyper stéréotypée, quoi. C'est sûr que si on veut faire tous les jours la même chose, euh, faire tous les jours des consultations telle heure à telle heure et avoir sa routine hyper bien cadrée, bon, bah, c'est pas tout à fait le profil qui colle. Ça ouvre vraiment l'esprit. Quand on est en médecine, on est quand même formé pour réussir, quoi. L'échec, c'est pas quelque chose qui nous, avec lequel on est très familier. Ne serait-ce que parce qu'on a envie de soigner les patients et si on ne réussit pas à les soigner, c'est vécu comme un échec. Dès qu'on commence à faire de la recherche, en fait, on se rend compte que l'échec, c'est une grande partie du travail finalement et apprendre de ses échecs et de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné, de remettre les choses en question, je pense que ça nourrit aussi beaucoup la pratique au quotidien. Et moi, j'ai fait ça comme Augustin parce que je ne me voyais pas faire de la clinique toute la journée, même si j'aime beaucoup ça, mais j'avais envie de diversifier mes activités et cette liberté que ça nous donne, c'est une liberté pendant le master 2 parce que, on est effectivement beaucoup plus libre de son emploi du temps.
Il y a des fois où on peut travailler très tard ou le week-end parce qu'il y a des manips qui tombent à ce moment-là, mais à l'inverse, il va y avoir des moments où on va être beaucoup plus cool et on va pouvoir gérer son temps, de façon, très différente, du service. Et puis après plus tard dans le parcours, effectivement aujourd'hui je pense qu'on va vraiment vers des on n'est plus sur des profils où il y a des hospitaliers 100%, on fait la même chose qu'un PH et puis en plus derrière on rajoute toutes les autres activités. Vraiment, il faut qu'il y ait du temps qui soit sacralisé pour ça. On va beaucoup plus, vers ça aujourd'hui. Moi, j'ai cette chance-là d'avoir une journée par semaine et une semaine toutes les 5 semaines que je peux consacrer à des activités universitaires, soit l'enseignement et la recherche et ça donne une liberté, dans l'organisation de son temps qu'on n'a pas, autrement, hein, et c'est et je pense qu'encore une fois, quand on arrive à faire en sorte que ça la partie universitaire nourrisse la partie, hospitalière et réciproquement, en fait, c'est pas vécu comme des charges, supplémentaires, quoi. Mmh et comme Augustin, moi, je fais tout pour pas travailler, le soir, et le week-end, sauf quand c'est un webinaire de la REF, dans ces cas-là, je veux bien travailler jusqu'à 20h. Et Ouais, on, je crois qu'il faut garder en tête quand même que c'est un truc, enfin, c'est un métier génial, quoi. On a vraiment une, je sais pas, on a un métier où chaque journée est complètement différente. Alors ça, c'est qu'on fasse de la clinique ou de la recherche, mais moi, je sais qu'à chaque fois que je vais au travail, je suis content d'y aller. J'ai jamais les pieds qui traînent. Et quand on voit nos potes dans d'autres domaines qui ont des quêtes de sens, vraiment des crises existentielles sur leur travail, moi, je suis hyper content de faire ce travail-là, ce job-là. Alors certes, c'est exigeant, mais on fait un métier qui a plein de sens et on est au contact de plein de gens. On va à l'international faire des congrès, présenter nos travaux, on encadre des gens, on fait plein de trucs hyper épanouissants personnellement. Je trouve que c'est une carrière qui est exigeante, mais vraiment exceptionnelle. En tout cas, je ne changerais pour rien au monde les choix que j'ai fait jusqu'à maintenant de m'engager là-dedans, hein. Même si on dit les hôpitaux universitaires, etc., c'est un statut pas avantageux, tout ce qu'on veut, je crois quand même que on a un métier incroyable. Ça, c'est mon côté bisounours. Puis peut-être juste pour rebondir sur le côté où il y a des moments difficiles, enfin, je pense que en clinique, il y a des hauts et des bas. Quand on fait de la recherche, il y a des hauts et des bas aussi. C'est des périodes à passer. Et puis ça finit toujours par rebondir. Et puis le côté, on a beaucoup parlé de l'encadrement pendant la thèse, mais en fait, on reste pas seul même après. Je pense que c'est important de souligner qu'en fait, c'est des équipes de recherche. On fait jamais de la recherche tout seul dans son coin et qu'en fait, je pense que quand on rencontre des difficultés, etc., ou des projets qui ont du mal à se mettre en place, etc., il y a toujours moyen d'en discuter avec des personnes qui sont à même de répondre et de proposer de voir un peu différemment les choses, qu'il y a un maillage finalement de personnes qui font de la recherche et que ça, c'est très important pour continuer, quoi. J'avais une dernière petite question. Est-ce que vous avez des regrets sur certaines parties de votre parcours, des choses que vous auriez faites différemment avec du recul ou vous avez pas de remarques de ce type? Ouais, moi, j'aurais des regrets, je pense, enfin des regrets, c'est pas vraiment des regrets parce que non, je suis très content de tout le parcours que j'ai fait et de toute façon, les choses s'enchaînent après donc on peut pas modifier quelque chose, comme ça. Mais pendant ma thèse de sciences, moi, je l'ai fait vraiment comme c'est sans prendre le temps de m'arrêter et si je devais y réfléchir, peut-être que je prendrais au moins une année pour, la faire, vraiment, à temps plein. Heu, c'est sûr, ça m'a fait gagner pas mal de temps dans le parcours, dans la enfin, pour valider les étapes, parce que j'ai fait le clinica en même temps, que la thèse mais d'un autre côté, ça m'a empêché de vraiment, m'investir autant que j'aurais voulu. Et donc ça fait qu'il y a des choses, pour lesquelles, peut-être j'aurais pu, mettre plus d'énergie et que j'aurais concrétisé différemment. Donc faut pas hésiter, je pense, à prendre du temps, parce que, finalement on est sur des
le projet d'une carrière, ça se fait jamais en n'importe quelle carrière, que ce soit hospital universitaire ou une autre, carrière, mais c'est jamais quelque chose qui se fait comme ça en quelques mois ou en quelques années. Donc, 1 année, 2 années, c'est rien finalement, à l'échelle de l'épanouissement qu'on a, au fur et à mesure du parcours et s'arrêter, 1 an ou 2, ben, ça peut faire peur parfois, mais je pense qu'en fait, ça permet vraiment de se consacrer pleinement à ce qu'on est en train de faire, ce qui est, souvent plus enrichissant finalement que, d'être très, très, dispersé. Ça marche. Je sais pas si les autres, vous aviez des retours à faire à ce niveau-là. Non. Moi, pas de regret, mais peut-être parce que je suis au début de mon parcours aussi, mais en fait, c'est une question que j'ai posée à une universitaire américaine, qui elle a 45 ans, elle a sa carrière, qui est déjà hyper tracée et cetera. Elle est hyper reconnue et en fait, je m'attendais à ce qu'elle me dise, «Non, non, pas de regret, faut être à fond professionnel et cetera» et en fait, elle m'a dit: «Bah, j'ai un peu de regret de pas avoir eu d'enfant et cetera et en gros, si vous avez envie de faire quelque chose, même en tant que temps personnel, faites-le, prenez le temps pour ça et prenez ce temps de l'équilibre aussi entre pro et personnel. Donc personnellement, moi, pas de regret parce que comme je disais, je suis au début, mais en tout cas, quand on pose la question, il y a quand même et ça corrobore avec ce que disaient, Guillermo et Augustin, le côté, temps personnel, les week-ends, les soirées, je pense que qui est important et en tout cas, c'est ce que j'ai pu entendre comme écho autour de moi quand j'ai posé la question. Et il y avait juste une dernière petite question à laquelle on n'a pas répondu, qui était posée par enfin, un interne étranger, je pense, qui demandait comment on peut rentrer dans un parcours de recherche en France quand on vient de l'étranger. Est-ce que vous avez l'info ou peut-être pas? C'est toujours possible. Après, ça dépend des pays, parfois il y a des partenariats, il y a des bourses, parce que le problème, c'est le financement, hein, principalement, mais que ce soit en master, que ce soit en thèse de sciences, c'est toujours, possible de candidater, sur des postes. Après, ce qui est plus compliqué parfois, c'est les bourses de financement. Ok, ça Ouais, marche. souvent, il faut contacter directement le laboratoire dans lequel on a envie de travailler, et puis c'est comme ça que les projets se montent et que les financements arrivent ou pas, ou qu'on fait des projets, des demandes de subventions. Mais la première étape, c'est d'abord de se rapprocher d'un laboratoire qui travaille sur une thématique sur laquelle on a envie de travailler, ou un laboratoire dans lequel on a envie de travailler. Et c'est eux ensuite qui vont euh, aider au projet, quoi. Mais tout est possible, ouais. C'est exactement le reflet d'aller faire un projet à l'étranger, hein, parce qu'il y a le financement personnel, mais après le financement projet aussi et cetera. Il faut se rapprocher d'une équipe, commencer à réfléchir ensemble pour, trouver les solutions, matérielles et financières pour que ça se mette en place. Mais il y en a plein, on ne peut pas faire la liste, exhaustive de tout. Ça marche, bah, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez d'autres commentaires, des choses dont on n'aurait pas parlé, que vous vouliez aborder, et ceux qui sont connectés, si jamais vous avez des questions. Ouais, c'était limpide, hein. Hmm. C'était un beau C'est retour grâce à toi, d'expérience. Augustin. Oula. Moi, je dirais la même chose qu'Augustin, c'est que vraiment, on s'ennuie jamais, c'est des choses qui changent, tous les jours et que la recherche, ça apporte un éclairage, vraiment très, différent et enrichissant et qu'il faut voilà, faut pas hésiter, c'est épanouissant, on on s'amuse et on apprend plein de choses. Je pense que c'est moi ce que j'adore dans ce parcours, c'est de rencontrer tout le temps des nouvelles personnes. Ce que tu disais aussi Charlotte, on est au sein d'une équipe de recherche, donc quand on est à l'hôpital, on rencontre, les gens du service, on rencontre les gens des autres services, mais après on élargit encore, d'une façon, presque exponentielle, quand on commence à rencontrer, ben, les gens de l'équipe de recherche, les gens de l'école doctorale, des chercheurs ailleurs en France, des gens à l'étranger, et on rencontre toujours des nouvelles personnes, on a toujours des discussions où ça amène à plein d'idées
dont certaines qui aboutiront jamais, mais certaines qui finissent par, faire des nouveaux projets avec des collaborations, on rencontre des amis, et c'est un des côtés, que je trouve hyper enrichissant, et qui me motive, de au quotidien, quoi, de rencontrer des nouvelles personnes et voyager aussi. Voilà. Voyager, avec Augustin à Amsterdam, aller à l'Eulard à Barcelone, des choses comme ça. Ouais, ça fait partie des contreparties sympathiques. Ça marche. Bon. Ouais, s'il n'y a pas de questions, je vous propose de retourner chacun à votre vie personnelle. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation. Je pense qu'on a eu un beau partage d'expériences avec des réponses à beaucoup de questions sur lesquelles on ne trouve pas forcément de réponses parce que c'était plus de la pratique que de la théorie. Donc, j'espère que ce support servira à de nombreux internes en tout cas. Merci On beaucoup espère, pour ouais. cette invitation, ouais. Merci. Ouais, merci pour l'invitation. Bonne soirée. À À plus bientôt. tard, et on répondra aux commentaires, je pense, de YouTube si besoin. Mm.